Chers membres du Paper Jam Club, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui portera sur la méthode Scaling Up, comment développer le potentiel de votre entreprise de manière sereine et durable. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Héloïse, stagiaire en communication. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous rappeler rapidement les détails pratiques de la plateforme InWink. Sur la droite de votre écran, vous avez un onglet chat où vous pourrez nous avertir si d'éventuels soucis techniques arriveraient, mais vous pouvez aussi y laisser des commentaires. Si vous avez également un onglet questions qui vous permettra de poser toutes vos questions sur la thématique abordée tout au long du webinaire et auquel notre orateur Jean-Marc répondra à la fin. Commençons donc ce webinaire en découvrant la méthode Scaling Up. J'invite Jean-Marc Fandel de chez Meraki Management à nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc, dites-moi pourquoi ce sujet? Merci pour l'organisation de ce webinaire. Ça marche bien en tant que micro, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Tout l'air. Ok, parfait, merci beaucoup. Oui, alors pourquoi ce thème de développer le potentiel de votre entreprise, le plein potentiel de votre entreprise de manière sereine et durable? Mais c'est parce que j'aimerais partager avec vous une conviction profonde. Et cette conviction profonde, c'est que développer une entreprise, ce n'est pas de l'art, mais c'est un métier. Alors, je vais d'abord partager mon fichier avec vous, si le veut bien. Héloïse, est-ce que vous pourriez partager le... Oh, merci beaucoup. C'est très bien. Voilà. OK, nickel, super. Donc, je disais que, voilà, ce n'est pas développer une entreprise, faire croître une entreprise, c'est pas de l'art, mais c'est un véritable métier. Alors, moi, je me suis posé cette question il y a déjà un certain temps en observant des entreprises qui ont des développements assez impressionnants, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les outils qu'ils utilisent? Je me suis auto-questionné par rapport, mais comment ça s'est fait que, heu, voilà, nous, on n'arrivait pas à croître à cette vitesse? Et donc, si vous vous posez également ces questions, ben, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. C'est-à-dire, je m'adresse à vous en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, 10, 20 employés plus, 1 million de chiffre d'affaires, voire plus, et surtout avec un objectif ambitieux. Et cet objectif, c'est de doubler votre cash flow, respectivement, de faire x10 au niveau de la valeur de votre entreprise. Et on va en parler plus en détail. Ce qui est important ici, c'est aussi d'aborder cela avec le bon état d'esprit. Alors, prenez des notes. Moi aussi, je prends tout le temps des notes parce que, voilà, je vous ai concocté un webinaire assez dense. Soyez présents et surtout, mettez-vous dans l'ambiance d'avoir l'une ou l'autre idée que vous allez emporter avec vous de ce séminaire. Quelques mots sur moi, si vous permettez. Je suis coach en scaling up d'entreprise. Alors, en tant qu'ancien CEO, entrepreneur et un des 250 coachs en scaling up spécialisés en scaling up au monde, j'aide les entreprises à mieux fonctionner, à réaliser leur plein potentiel. Si vous le souhaitez, peut-être que vous pourriez partager quel est votre secteur d'activité. Cela me permettrait d'être peut-être un petit peu plus spécifique sur certains aspects. Si vous pouviez le mettre dans le chat, ça me donnerait une bonne idée sur qui est-ce qu'aujourd'hui on a dans l'audience. Voilà, j'attends un court moment pour que les réponses puissent apparaître. Vous avez aussi le pictogramme de mon profil LinkedIn si vous souhaitez vous connecter. Alors, revenons justement à cette conviction que c'est un véritable métier.
Et une des images que j'aime utiliser dans ce contexte, c'est celui de ce bateau et que on ne traverse pas l'Atlantique sans préparation. Alors que je vois beaucoup d'entreprises qui se lancent justement dans la croissance sans être vraiment préparées. Alors ça revient un petit peu comme traverser l'Atlantique sans permis de navigation. Et après, on s'étonne que ben, ma foi, ça ne marche pas comme on l'a souhaité. Au niveau de Scaling Up, on va vous livrer les outils justement pour mener à bien cette traversée. Alors, je vois entre-temps aussi des réponses à des secteurs de la social et santé, recrutement executive search, édition de logiciels. Super. Merci beaucoup pour ces indications. Donc, voilà. La traversée de l'Atlantique, ça doit pas être ça. C'est que on peut aussi très bien s'imaginer qu'une entreprise, ben, que vous soyez à la tête d'une entreprise qui fonctionne avec système, qui soit prêt pour la vente ou la succession, ou bien tout simplement pour que vous puissiez partir en vacances pendant un certain temps, peut-être même un petit peu plus long que d'habitude, et que l'entreprise continue quand même de fonctionner comme si vous y étiez. Enfin, imaginez-vous que vous ayez une équipe de direction qui, elle, attire des A-players et, excusez-moi, oups, que, que vous ayez une équipe de direction qui attire des A-players et surtout qui arrive à les garder. Alors, la réalité, oui, elle est quand même différente. Et je pense que tout le monde est passé par cet aspect-là de stress constant, d'une disponibilité de 24-27, 24/7, trop de meetings, toujours les mêmes discussions, on n'a pas trop des responsabilités claires et finalement, on entre dans un cercle vicieux avec des standards pas assez élevés. Et donc, la conséquence, c'est que les ventes stagnent, voire régressent. Alors, là, par rapport à cela, je dirais, je vous demanderai la main sur le cœur, quel est votre défi actuel le plus important? Si vous vouliez bien le partager dans le chat comme tout à l'heure, euh, je vous serais très reconnaissant. Euh, Ça prend toujours un petit peu de temps au niveau de ce logiciel pour avoir les réponses. Mais je ne pense pas me tromper en illustrant un petit peu, je veux dire, ce genre de réalité qui existe à des degrés plus ou moins prononcés. Toujours est-il que, voilà, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est relax, c'est normal. Et parce que c'est normal, bah, il y a une solution. Alors, au niveau de Scaling Up, nous, on s'est spécialisé justement dans cette phase de croissance rapide. On n'est pas trop sur les startups, parce que là, il y a des outils comme le Business Model Canvas ou bien le Lean Canvas pour les startups. Par contre, pour des entreprises qui ont déjà de la bouteille ou déjà qui ont quelque part trouvé leur marché, ben là, notre objectif et notre mission est de combler ce gap et en proposant des outils appropriés qui permettent d'aller de l'avant. Alors, dans ce contexte, on s'est posé la question, oui, mais pourquoi est-ce que cette croissance, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Et c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Le premier de ces barrières, la première de ces barrières au développement, bah, c'est cette difficulté de construire une équipe de direction solide. Euh, on a le volet, un challenge pour tout le monde, que tout le monde doit apprendre, c'est de déléguer, euh, de ne pas faire soi-même. Il se peut qu'on ait un mauvais fit culturel, c'est-à-dire qu'on a trop de points de vue différents dans l'entreprise, pas nécessairement sur
mais c'est surtout sur la manière de faire. Et enfin, le fait d'avoir un leadership faible, respectivement, de tolérer des standards qui soient faibles. Parce qu'en tolérant des standards qui sont faibles, les bonnes personnes, les grands talents, voyant ça, ben, vont quitter l'entreprise. Ils quittent l'entreprise et on va perdre encore en compétitivité. Donc, par rapport à cet aspect-là, et en tant que leader charismatique, finalement, ben, on est aussi le goulot d'étranglement. Ce défi de la délégation, je vous propose de l'aborder de la manière suivante. C'est-à-dire que on va distinguer, parce que pour monter à 10 employés, alors c'est au fondateur de déléguer les tâches où ils sont faibles. C'est là qu'on va chercher la complémentarité avec l'équipe. Mais passer, et là on l'a mis à 50, mais ça peut être aussi à 40 employés, passer en tout cas dans une certaine taille, ça change. Et on va devoir déléguer les tâches où on est fort en tant que fondateur. C'est là pour faire monter d'autres personnes en puissance. Aspect très important. Deuxième volet, deuxième barrière au développement, c'est le manque de compréhension du marché. Et je m'explique. C'est tout d'abord le fait qu'on se focalise sur le produit. Euh, on est quelque part et on est tombé amoureux du produit, ou on est tombé amoureux du service qu'on propose, et finalement on perd un petit peu de vue le côté client. Euh, on ne comprend pas finalement pourquoi je veux dire, cette techno ou ce service, il ne se vend pas d'elle-même tellement il est génial. Aussi, on n'a pas trop insisté sur un positionnement différenciant, c'est-à-dire sur la différence qu'on va amener dans le marché. Ce sont là des éléments qui vont constituer une barrière. Le volet, et si on regarde un petit peu de manière plus profonde, ben, la question, c'est finalement où porter son attention à un moment donné. Et on a cette attention au début, lorsque on est entre 0 et 2 millions, on a un focus avant tout externe. Il s'agit de faire du chiffre d'affaires. Ensuite, le chemin classique consiste à dire, oui, comme ça marche tellement bien, bah, on va continuer, voilà, on va grandir et on va faire davantage de focalisation sur l'externe, sur le chiffre d'affaires, et on va faire 3 à 10 millions. Passer 10 millions, on switch et ça devient un focus interne, c'est-à-dire qu'on va construire des systèmes, on va construire des structures et on va s'attacher à organiser l'entreprise. Ce chemin classique est un chemin qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne et la meilleure approche est la suivante. Certes, au début, focalisation externe. Il s'agit de générer du chiffre d'affaires, sans aucun doute. Mais dans la phase suivante, il s'agit de construire des systèmes, des structures, de surveiller la liquidité pour qu'on puisse se développer par après. Parce que passer les 10 millions, là, on apparaît sur le radar de la concurrence définitivement. On veut s'attacher à avoir de meilleures marges, mais on veut surtout être capable d'affronter la concurrence. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait besoin de systèmes et de structures. On n'aura pas la possibilité de se battre contre la concurrence si on n'a pas les structures et les systèmes qui sont en place. Troisième barrière à la croissance, c'est une infrastructure inadéquate. Parce que fatalement, avec le développement, bah, la complexité, elle devient plus importante. Euh, je ne vous cite que les meetings qui risquent de devenir interminables, ou en tout cas qui débordent systématiquement sur les plages qui sont prévues. Il n'y a pas de structure organisationnelle vraiment, et je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard. Finalement, rôle et responsabilité ne sont pas très clairs. Donc voilà les 3 grandes barrières au développement. Si entre-temps vous avez des questions ou vous voulez des précisions, n'hésitez pas, mettez-le dans le chat. D'ailleurs, je prends connaissance maintenant des défis que vous avez cités. L'architecture, je suppose que c'est l'architecture de l'entreprise. Vente, maîtrise des coûts, avoir du staff résilient,
Assurer la montée en compétences des équipes? Parfait, très bien. On va être amené à couvrir ces sujets. Alors, heu, par rapport à ces barrières au développement, heu, moi, j'aurais bien voulu le savoir il y a 15 ans, parce que ça m'aurait évité quand même pas mal de tracas, pas mal de vacances gâchées, respectivement des nuits un petit peu sans sommeil. J'ai eu l'incroyable chance de rencontrer, Nikolai Ladany et Nikolai, le personnage là que vous voyez à côté de moi il y a 8 ans, Nikolai revenait des États-Unis avec dans son bagage, justement la méthode Scaling Up. C'est-à-dire ce référentiel très structuré au niveau du développement des entreprises. Pas tant des startups, mais au niveau d'entreprises déjà plus matures et qui veulent justement aller vers la prochaine étape. Ce qui m'a séduit dans ce modèle, c'est qu'il était extrêmement pragmatique et surtout qu'il réunissait un certain nombre de points que, intuitivement, pour moi, sont devenus de plus en plus importants au fil des années. Ne serait-ce qu'aussi du point de vue macroéconomique. Au Luxembourg, on aime bien parler de la Startup Nation, c'est bien, il en faut, mais quid de la prochaine étape? Parce qu'il s'agit de faire grandir ces entreprises. Alors, en collaboration avec le Paper Jam Business Club, on a fait un 10x6 justement sur le Scale Me Up et par la suite également, on a organisé une masterclass qui a connu un grand succès. Vous voyez ici des témoignages sur justement des aspects du volume d'information, du côté pratique, de se poser les bonnes questions, de trouver aussi des réponses adéquates. Alors, comme ça a très bien marché, ben, on a décidé de le remettre cette année. Mais de ça, je vous en parlerai par après. Focalisons-nous sur le référentiel Scaling Up. Alors, je disais, c'est un référentiel qui est structuré parce qu'il s'adresse aux 4 domaines dans l'entreprise dans lesquels il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Il n'y a que 4 domaines. Le premier, c'est celui de people, c'est-à-dire c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Le deuxième, c'est la stratégie, d'avoir des objectifs et des priorités claires. Troisième volet, l'exécution des processus fluides, sans friction. Et quatrième dimension, le cash, la rentabilité et le financement de la croissance. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette approche, c'est que vous voyez le cercle ici au milieu, c'est un cercle vertueux. Parce que plus vous aurez de bonnes personnes, plus vous aurez la possibilité d'affiner une stratégie qui soit vraiment compétitive. Lorsque vous aurez une stratégie qui est compétitive, à ce moment-là, on peut tabler sur une bonne exécution. Parce que si je ne sais pas exactement où je vais, difficile d'avoir une exécution qui soit propre. Lorsque j'ai de la discipline et que j'ai des processus fluides au niveau de l'exécution, à ce moment-là, ben, il y a du cash il y a une marge qui va rester. Cette marge, je peux la réinvestir au niveau des gens, au niveau de mes équipes, agrandir les équipes, recruter des spécialistes, mieux payer mes équipes. Ce sont des possibilités qu'on a pour justement amorcer ce cercle vertueux qui va aller de mieux en mieux. Je vous propose un petit exercice, c'est-à-dire une évaluation rapide de la situation de votre entreprise. Et pour ce faire, au fil des années, on a distillé 4 questions clés. C'est un petit peu comme les Knorr bouillons là. Vous connaissez ces cubes, qui sont extrêmement concentrés avec tous les condiments qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un petit peu notre Knorr bouillon là, pour savoir finalement, où on en est avec l'entreprise, où est-ce que vous en êtes avec votre entreprise. La première question qu'on pose à tous les dirigeants et qu'on encourage les dirigeants à se poser également eux-mêmes, c'est: «Est-ce que je réembaucherai chacun de mes employés avec enthousiasme?» Voilà. Vous donnez la réponse. Si c'est oui,
c'est super. Si c'est non, qu'est-ce que vous faites? Deuxième volet, c'est de disposer d'une stratégie qui soit claire. Et la question ici, c'est est-ce que tous mes collaborateurs et collaboratrices peuvent-ils ou elles résumer la stratégie de l'entreprise en une ou deux phrases simples? Important exercice qui est absolument essentiel parce que, voilà, si vous n'êtes pas dans l'entreprise, il faut quand même que les gens sachent s'ils vont aller vers le nord, vers l'est ou vers l'ouest ou dans quelle direction. Troisième question, Knorr bouillant. Troisième question, c'est est-ce que nos processus tournent sans drame? Et par drame, j'entends pas de meurtre passionnel, mais par drame, j'entends c'est oh, on va pas y arriver, c'est trop dur, c'est ouais, c'est ces objectifs, c'est oui, non, mais ça fonctionne pas, les autres n'ont pas livré, etc. Bref, de sortir de cette dramaturgie pour pouvoir répondre clairement et dire voilà, on a des processus qui tournent. Quatrième question, c'est est-ce que notre croissance est bien financée et financée par les liquidités internes? Élément important parce que, voilà, on ne va pas passer tous les mois à la station essence, respectivement, engranger des nouveaux fonds, mais d'être très lucide au niveau de comment est-ce qu'on utilise nos liquidités. Alors, euh, avec le décalage habituel, euh, si vous, là, aujourd'hui, maintenant, vous posez cette question, ces quatre questions. Par quel axe est-ce que vous commenceriez justement votre développement systématique? Mettez s'il vous plaît dans le commentaire si c'est plutôt people, si c'est plutôt strategy, execution ou cash. Des fois, on a du mal à choisir parce qu'il y en a 2, il y en a 3, il y en a des fois 4, il y en a 4. Mais c'est un exercice qui est très intéressant de faire. Donc, si vous avez, et merci pour les réponses, people, strategy, people, people, oui. Alors, regardez, il y a sur ce référentiel, il y a un volet qui est très intéressant, c'est euh, si quelqu'un d'aventure aurait dit exécution, hein, c'est voilà, on n'est pas très bon, on n'est pas très discipliné au niveau exécution. En fait, la l'origine n'est pas trop dans l'exécution. Il se situe à une étape d'avant, c'est-à-dire la stratégie. C'est parce qu'on n'était pas suffisamment clair au niveau de la stratégie qu'au niveau de l'exécution, on se ramasse tant de difficultés. Même chose au niveau stratégie. Si on est si on estime que la stratégie, bah, c'est pas trop clair, c'est pas très bien compris, intéressant de se poser la question par rapport aux people, est-ce que finalement on a les bonnes personnes à bord pour mener cette stratégie? People, est-ce qu'on a les bonnes personnes au bon endroit? Hmm. Donc voilà, et on retombe finalement sur ce référentiel et sur ce cercle vertueux. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de people, mais passons alors directement justement à cet aspect et faisons un zoom sur les les barrières du leadership, c'est-à-dire les barrières au niveau people. Alors, la barrière, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ben, on n'a pas d'équipe de direction cohérente et autonome. Alors, équipe de direction, ça ne doit pas être maintenant 10 personnes, mais ça peut être 2, 3 personnes, ça peut être 4, 5 personnes, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, cette équipe, elle ne s'est pas encore trouvée. Euh, et on ne vit pas trop la culture de l'entreprise. Il y a chacun qui va un petit peu avec une bonne intention, mais il n'y a pas vraiment d'esprit de corps autour de cette équipe. Alors les raisons,
c'est des processus qui sont pas en place, c'est une stratégie qui n'est pas respectée, c'est, voilà, une digitalisation qu'on n'a pas, des team leads qui ne font pas leur boulot. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui sont évoquées, mais finalement, la raison que nous on trouve dans la plupart et la grande plupart des, des entreprises, c'est qu'il manque une équipe de direction soudée. Alors, avec Scaling Up, on apprend justement aux équipes à faire équipe, aux équipes de direction à se constituer en tant qu'équipe pour devenir des équipes qui soient hautement performantes. Et c'est clairement comme cette image, elle le montre, c'est un sport d'équipe. Ce n'est plus une question d'individus qui chacun font des performances incroyables, mais collectivement, ils n'y arrivent pas. Je pense qu'on a vu suffisamment cette image dans des sports collectifs où des individus ou des grands talents ben, finalement font que l'ensemble de l'équipe, elle perd. Alors, le plus grand levier que vous avez à disposition, et ça c'est vraiment par rapport à tous les autres leviers, c'est cette équipe performante. Alors, c'est quoi une équipe performante? Ben, c'est une équipe qui produit des résultats. Si une équipe produit des résultats, c'est qu'il y a des gens qui se sentent responsables. Et lorsque des gens se sentent responsables, à ce moment-là, il y a aussi un engagement qui est donné. Donc, il y a une suite logique à cela, et c'est notamment Patrick Lencioni qui a travaillé beaucoup sur ce sujet et qui a aussi mis en exergue le fait que si on n'a pas les résultats, la discussion vient très vite sur le fait, oui, mais qui est responsable maintenant de ce résultat? Et également, on va travailler sur l'engagement. Alors l'engagement, ça prend des formes très, très différentes. Heu, pour les très modernes, ça consiste à mettre des pizzas ou des pommes à l'entrée, de mettre une table de ping-pong. Alors pour d'autres, c'est, bâton et la fameuse carotte et puis il y en a qui prennent les carottes comme des bâtons. Je blague. Mais en tout cas, c'est pas ça. C'est pas le chemin. C'est que Patrick Lencioni et également Google, dans une étude assez approfondie, et comme le fait Google, ils ont un millier de projets à disposition pour faire cette analyse. Ce qu'ils ont constaté, c'est que pour qu'il y ait un engagement qui se forme, il faut qu'il y ait eu un dialogue, des conflits productifs. Alors, ça fait hérisser le poil de plus d'un, notamment de chefs d'entreprise un petit peu de la vieille école, qui pour eux, il faut avant tout de l'harmonie. C'est des débats constructifs qu'on veut. Parce que dans l'entreprise, oui, on a l'objectif qui est de marquer des buts ensemble, mais entre la production et puis la vente, ben, très souvent, on a cette discussion que la vente, elle aimerait bien vendre autre chose que la production, elle va produire. Il y a le marketing qui est entre deux. Donc, il y a ces discussions qu'il faut avoir pour arriver à un point de vue et donc arriver à une décision. Donc, il faut ce débat. En absence de ce débat, ben, c'est le patron ou la patronne qui émet une idée, et puis finalement, c'est cette idée-là qui sera mise en place, et après on s'étonne que les gens ne s'engagent pas. Pour que ces dialogues constructifs, ces conflits productifs puissent avoir lieu, il faut que les gens aient confiance l'un dans l'autre. Et là, concept intéressant, la confiance, non pas tellement dans le sens fiabilité professionnelle, mais c'est de la confiance relationnelle. Et par confiance relationnelle, on entend le concept qui est aujourd'hui bien débattu, qui est celui de la vulnérabilité. Qu'à un certain moment, ben, c'est tout à fait honnête de dire je ne sais pas, de se donner cette vulnérabilité au lieu d'avoir une personnalité un petit peu Teflon et de dire oui, 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 et après d'aller chercher des excuses pourquoi finalement ça n'a pas marché. Ce volet de la confiance, le fait
d'avoir cette confiance relationnelle, elle tient parce qu'on a des valeurs fortes, des core values forts au niveau de l'entreprise. Mais avant de passer à cela, laissez-moi juste attirer votre attention sur cet aspect-ci qui est celui de la décision. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être en confiance et d'avoir un débat pour qu'il y ait un engagement qui se produise. Il y a cet élément absolument essentiel qui est celui d'une prise de décision claire. C'est c'est celle-là qui va permettre justement aux gens de s'engager parce que c'est tout à fait clair sur quoi je vais m'engager. Si la décision, elle est molle ou elle est on va voir, non, ça ne marchera pas. Donc, cet élément-là, je vous invite vraiment à faire très attention au fait qu'on ait une décision claire. Donc, il y a un débat et c'est le disagree and commit, c'est connu sous cet aspect-là. Il y a un moment où il y a un dialogue, il y a un autre moment, T, il y a une décision, et après, il y a exécution. Si on commence à invertir ces périodes et qu'on commence à discuter alors qu'on est en exécution, ben, ce sera le bordel. Donc, vraiment d'avoir de manière confiante entré dans un dialogue, il y a une décision qui est prise et après, solidairement, on exécute cette décision. Je reviens sur les valeurs. Les valeurs qui sont finalement le fondement, qui font que des gens puissent avoir une confiance relationnelle, c'est-à-dire une confiance l'un dans l'autre, parce qu'on partage le même ADN. Je pense qu'on a déjà été tous dans des projets, certains projets qui ont fonctionné comme une lettre à la poste, parce que implicitement on partageait les valeurs. Et puis il y avait des projets, mon Dieu, mais c'était impossible, ça ne sortait pas, c'était la catastrophe. On ne partageait pas les mêmes valeurs. Je vous donne un exemple ici. Steelshed Solutions, société basée au Luxembourg, extrêmement successful en France, mais également en Afrique, pour des kits de bâtiments bon marché. Alors, pour eux, il y a 4 valeurs cardinales, que c'est le sens du client, l'agilité, la responsabilité et engagement et l'appartenance, qu'ils ont définies et également élaborées pour que tout le monde puisse se rattacher. Important parce que ces core values vont donner la culture de l'entreprise, sont à la source de la culture d'entreprise. Il ne s'agit pas uniquement de développer une performance stellaire, mais également de voir comment est-ce qu'on va y arriver. Et le graphique que vous voyez ici, justement, reprend cette approche. On appelle ça le top grading, qui est une technique qui nous permet de gérer finalement des profils très différents dans la société. Pour résumer, le levier le plus important, Jim Collins ici le mentionne, c'est get the right people on the bus and in the right seats. C'est-à-dire d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Ça, c'est la barrière qu'il faut qu'on fasse sauter. Sans cela, ben, il n'y a pas de vacances et il faut qu'on soit à pied d'œuvre 24 heures sur 24. Voilà pour le premier zoom in au niveau people. Stratégie a été mentionnée par 2 fois. Laissez-moi l'aborder. Et surtout, le fait, c'est qu'est-ce qui se met de travers et fait qu'on ne peut pas croître à la vitesse qu'on veut. Je vous propose de regarder ces graphiques-ci, avec l'idée justement de croissance, de doubler son chiffre d'affaires. Alors, il y a l'approche classique qui consiste à dire, ben voilà, on fixe des objectifs et puis on y va. Et on va doubler le chiffre d'affaires. Ça ne marchera pas. Parce que vous allez plus que doubler la complexité. Le, le jeu le plus intéressant ou le secret finalement du scaling des entreprises, c'est on va, dans la clientèle existante, vous voyez la petite barre, on va sélectionner un segment, une sous-partie. Et celle-là, on va la faire x10.
parce que notre produit, notre service, il est absolument destiné pour cette frange de clientèle, cette frange de clientèle-là. Ce volet-là va nous amener à parler de clients cibles. Certes, on a encore d'autres clients, mais l'effort, il est mis sur un segment très spécifique de clients. Celui-là nous permettra finalement de creuser une niche. Et c'est là qu'intervient la règle des 7, 70 ou 70. Ça veut dire quoi? C'est que des entreprises qui se sont développées ont eu 7% de part de marché. Par contre, dans ce segment-là, ils ont fait le 70, le 70% de part de marché dans ce segment. Je m'explique. Vous connaissez tous cette entreprise. Cette entreprise, elle n'a que 7% de part de marché au monde. Par contre, dans sa niche, elle a le 70%. Je parle d'IKEA. IKEA, au niveau de l'ameublement au niveau mondial, fait à peu près 7%. Par contre, pour ce qui est du flat pack, c'est-à-dire les fameuses box là, de IKEA qu'on peut amener soi-même chez soi, ben, là, c'est 70% du marché que IKEA détient. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher cette niche qu'on peut entièrement occuper. À ce moment-là, la question devient, oui, mais alors dans cette niche, qui est-ce qu'on a? Je vous propose ici voilà, les fameux personas qu'on aime bien développer au niveau agence de communication. Voilà, supposons qu'un des personas ici, il est né en Angleterre, il a 76 ans, il est marié, il vit dans un château, il a un revenu aisé. Qui est-ce? Question à 1000 points. C'est pas lui, c'est lui. C'est Ozzy Osbourne, pour ceux qui le connaissent pas. C'est-à-dire que notre persona, notre approche par persona, elle est certes intéressante, mais il faut qu'on la creuse davantage. Par exemple, au niveau de Scaling Up, on ne fait pas tout pour chaque entrepreneur. Typiquement, comme je l'ai dit en amont, c'est à partir de 10, 20 employés. C'est d'avoir un chiffre d'affaires de 1 million. C'est d'être quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Et donc, de s'approcher beaucoup plus ici de la persona que simplement de dire voilà le biodata de cette personne. Aussi, et là, il y a même des très grands groupes qui se sont plantés, à l'exemple de Nestlé, où ils ont confondu consommateurs et décideurs. Aussi, d'être très clair par rapport à cela. Juicy Juice, 100% jus de fruits, génial, etc., qu'ils ont marketé à des enfants, consommateurs. Mais les décideurs ne sont pas les enfants, sont les mères de famille. Par la suite, ils ont retravaillé justement leur positionnement pour être beaucoup plus orientés vers les challenges que ont les mères qu'au niveau des enfants. Donc, d'être bien clair au niveau de à qui est-ce qu'on s'adresse, qui est notre client cible. La deuxième barrière qu'on a au niveau du marché, c'est notre promesse de valeur. Alors, promesse de valeur, ça signifie quoi? Ça signifie ce qu'on promet au client et pourquoi le client doit venir chez nous au lieu d'aller chez quelqu'un d'autre. Et d'être très clair à ce niveau-là, éventuellement même de le mesurer. Vous avez ici l'exemple de Walmart, low prices every day on everything. C'est-à-dire qu'au niveau de Walmart, vous n'aurez pas ce phénomène des publicités qui font que, voilà, un jour, vous avez acheté le paquet à 3,80 €, et là, vous rentrez, vous voyez que le lendemain, c'est à 2,80 €. Donc, on peut aller en toute confiance, on peut aller chez Walmart et on sait qu'on aura de toute manière le prix le plus bas. Il y a des marques voilà, qui incorporent dans leur branding déjà la promesse de marque. Ici, de manière un petit peu plus rigolo, le Start Your Bastard. Voilà, chacun qui a essayé une fois de faire démarrer sa tondeuse, lorsqu'elle n'était pas encore électrique, ou un bateau ou un engin,
très content d'avoir ce genre d'outil pour pouvoir faire démarrer le moteur. La promesse de valeur est dans la marque. Start ya pasta. Intéressant, ils ont fait une diversification maintenant dans les energy drinks. Je ne l'ai pas encore essayé, mais peut-être cet été. Alors, un autre exemple de celui-ci, c'est-à-dire de promesse de valeur, c'est société Bilby, avec laquelle on a travaillé. Et leur promesse de valeur, déjà, c'est un logiciel de facturation omnicanal. Question de, si on est dans le e-commerce, de pouvoir facturer. Leur promesse, c'est très clair. On va vous connecter en 60 minutes, vous aurez 2 intégrateurs au choix, et si jamais il y a un bug, il est fixé dans les 48 heures. C'est très clair en termes de promesse de valeur, et là, il y a quasiment pas de vente à faire. Les éléments sont sur la table. Autre exemple, et ce sera le dernier, c'est Southwest Airlines, qui est un petit peu comparable à Ryanair. Des vols pas chers, beaucoup de plaisir, beaucoup de fréquences. Et eux, ils sont allés même un petit peu plus loin en ayant nommé cette promesse de valeur par transparency, dans le sens qu'il y a de la transparence, qu'il y a de l'honnêteté, c'est faire, c'est faire, c'est le prix. Et donc, c'est vraiment un complet. Ils ont donné un nom finalement à leur promesse de marque. Voilà pour le deuxième volet de la stratégie. Un dernier volet que j'aimerais mentionner et qui est également important, c'est le... Oh tiens, j'ai sauté ça. Tiens, ça c'est quand même important. Parce qu'en termes d'outils, et comme au niveau de Scaling Up, on aime bien justement procéder par outil, vous avez ici le One-Page Plan. C'est-à-dire, lorsqu'on a parlé de clients cibles et de promesses de marque, on va les retrouver sur ce tableau, tout comme les principes de base, c'est-à-dire les core values, la raison d'être, qui constituent la culture d'entreprise. Donc, sur une page, on a la culture d'entreprise, la stratégie, le plan à 3 ans, à 1 an et le plan à 90 jours. Alors, j'en viens maintenant au troisième volet, c'est de mettre le zoom sur la structure et les finances, et notamment cet aspect qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises, qui est que on a pensé l'organisation en fonction d'individus. Je vous donne ici l'exemple d'une organisation, Véronique, Marc, Claude, Fred, Maria. Voilà, tout le monde fait un petit peu la même chose, ou pas complètement, mais en tout cas, Marc, il a ses doigts dans tous les rayons. Claude travaille avec Fred, etc. On a une organisation qui est basée sur des individus. Si vous voulez vous développer, il faut passer à déjà une vue basée sur des rôles. C'est-à-dire qu'on a un CEO, on a un responsable marketing, une responsable marketing, vente, production et administratif, pour prendre un exemple très simple, très concret. Et on va parler de rôle, ce qu'on demande au rôle, parce que si vous prenez ici l'exemple de Marc, c'est probablement quelqu'un de très engagé. Il peut faire tout, il a des compétences un petit peu partout, et on ne fait que de lui donner des trucs et des trucs. Donc voilà, quel est le rôle de Marc? De faire un petit peu tout. Oui, mais qui est responsable alors de... Et là, il faut bien dire qui est responsable des ventes, qui est responsable de la marge brute, qui est responsable de l'embauche. C'est une personne, ça ne peut pas être toujours 5 personnes. Et c'est pour cela qu'on est amené d'abord à réfléchir sur quels sont les rôles, donc quelle est la structure organisationnelle qu'on a besoin dans l'entreprise. Donc, on va ramener les personnes sur des rôles. Ça, c'est la première étape, qui est très souvent déjà porteur de nombreux messages. Ensuite, la deuxième chose, c'est, et vous voyez ici un stade de foot, mais avec une affiche où il n'y a pas de score. Alors,
qui est-ce qui irait voir un match de foot lorsqu'il n'y a pas de score, hein, ou un match de tennis lorsqu'il n'y a pas de score? On serait paumé. Voilà, après quelques minutes, on en aura marre parce qu'on ne sait pas comment ça évolue. Au niveau de l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. On va clarifier les responsabilités en attribuant des KPI. Exemple, nous avons au niveau du CEO, par exemple, on va dire que elle sont responsables du EBIT, c'est-à-dire du résultat opérationnel en euros. Le marketing, c'est le nombre de prospects qualifiés. La vente, c'est le chiffre d'affaires. La production, c'est la marge brute. Et l'administration, c'est le cash. Et là, on a les éléments qui permettent à chacun vraiment de remplir son rôle et de savoir quel est son rôle. Ensemble, bien sûr on va travailler pour maximiser les résultats, pour avoir une position stratégique qui soit confortable. Mais ici, chacun va apporter sa pièce à l'édifice. On peut élargir cela, mais prenons la méthode KISS, c'est-à-dire Keep it simple, stupid. Voilà pour les 3 grandes barrières au développement de manière un petit peu plus approfondie. J'aimerais rajouter ceci, jamais sans mon coach. Parce que, le volet ici, c'est ce que Margaret Heffernan a appelé le willful blindness. Lorsqu'on est trop impliqué, lorsqu'on a trop la tête dans le guidon, on ne voit plus ses problèmes. Respectivement, on va ignorer, et c'est parfaitement humain, on va ignorer des vérités qui sont dérangeantes. Et l'inverse, c'est-à-dire d'affronter les réalités difficiles, c'est ça qui va nous faire évoluer, c'est ça qui va nous amener vers le changement. Alors, si au niveau du sport, le rôle du coach est parfaitement connu, il n'y a pas de champion sans un coach, au niveau du business, euh, c'est encore différent. Alors que d'amener une perspective différente, une perspective non affectée par le quotidien, est une stratégie absolument gagnante. Et souvent, il n'y a même pas besoin de meilleurs joueurs, il ne faut pas changer l'équipe, mais simplement d'un bon coach. Donc voilà. Voilà les points que j'ai voulu partager avec vous. J'ai encore 2-3 messages que j'aimerais faire passer, mais je vais déjà m'arrêter là pour voir s'il y a des questions, s'il y a des clarifications, des remarques, des suggestions. Voilà, je suis ouvert, je suis preneur de tout dialogue. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour que je puisse rebondir sur des questions ou des points où j'étais pas très clair. Me revoilà, Ben, Jean-Marc. Je vais vous oui. accompagner Alors, justement pour cette session questions, si ça vous va. oui, très bien, très bien. J'ai encore quelques slides par après, mais Bien sûr. peut-être que je vais les passer maintenant parce qu'en fait, j'aimerais bien vous inviter. Et vous inviter, c'est-à-dire vous, les entrepreneurs dirigeants de 10 à 20 employés avec plus d'1 million de chiffre d'affaires, qui ont des objectifs ambitieux, à un entretien. Et c'est pour évaluer si le coaching est adapté à votre situation. Donc là, vous pouvez m'écrire un email et on trouvera un créneau pour dialoguer sans engagement pour voir si le coaching il est adapté à votre entreprise et à votre moment de l'évolution. Alors j'entends déjà les gens me dire que oui, mais on n'a pas le temps pour le faire. Eh bien, il y a quand même un volet ici, c'est il n'y a pas de bon moment finalement pour commencer. Et les meilleurs moments pour planter un arbre, comme disent les Chinois, c'est il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, voilà. Invitation qui est émise et je suis à votre disposition. Merci. Héloïse.
Merci à vous, Jean-Marc, pour l'approche significative que vous nous avez donnée aujourd'hui. Donc, chers membres, n'hésitez pas à partager vos questions dans l'onglet questions qui se trouve à votre droite, pardon, en haut de l'écran. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour écrire la question que vous souhaitez partager à Jean-Marc. En attendant les questions des participants, je vais vous en poser une. Donc, au niveau du leadership, comment identifier et développer des A-players au sein de son équipe, surtout dans un contexte de croissance rapide? Dites-nous, Jean-Marc. Ok, bonne question. Oui, deux choses. Il faut absolument qu'au niveau des core values, on ait un fit. C'est-à-dire qu'on partage les mêmes principes de base. Pour cela, il faut qu'on les ait formalisés. Il faut qu'on les ait identifiés, il faut qu'on les ait découverts dans l'entreprise. De les formaliser et de faire en sorte que, ben voilà, si on a quelqu'un à recruter quelqu'un, ben, de le sonder par rapport à ses core values. Première chose. Deuxième chose, c'est celui de la performance. Là aussi, d'être très clair et de dire quels sont les 4 ou 5 délivrables que j'attends de ce rôle. Et ensuite, de prendre la personne, de la mettre sur le rôle et de voir si elle arrive à justement générer cette performance. Sinon, de l'aider à ce qu'elle puisse générer cette performance. Mais l'identification des A-players passe toujours par ces deux composants qui sont les core values et la performance. Ça va, Héloïse? C'était compréhensible? Oui, c'était clair. Merci. Ok, Alors, merci. les participants ont des questions peut-être. N'hésitez surtout pas à interagir via l'onglet questions. Nous avons Lydie qui demande la définition ou plutôt comment détecter un leadership faible. Ah, un leadership faible, c'est d'abord un leadership qui a des standards peu élevés. C'est-à-dire que standard peu élevé, ça veut dire que bon, bah, on s'était donné un délai, mais le délai n'est pas respecté pour X, Y raison. Et voilà, et ça passe quand même. Bon, par après, on commence à prêcher comme quoi il faut être dans le temps, mais on va tolérer que les gens ne soient pas dans les temps. Alors ça, que ce soit pour rendre des rapports, finaliser des travaux, arriver à temps à des réunions, terminer des réunions à temps. Voilà, c'est le fait de ne pas être exigeant. Et ça, c'est un premier élément qui, pour moi, est clairement un leadership faible. Parce que une fois qu'on tolère des standards qui sont très bas, bah, toute l'entreprise, elle va converger vers cela. Et là, les bonnes personnes, elles vont définitivement partir parce que les A-players n'ont pas envie de bosser avec des gens voilà, qui ne prennent pas leur job au sérieux. Un autre élément d'un leadership faible, c'est que les décisions, c'est du flou mou. C'est flou, c'est mou, on ne sait pas très bien. Deux approches par rapport à un leadership faible. Si je continue de réfléchir, j'en trouverai d'autres, mais je pense que c'est les deux essentiels. Merci, merci Lydie pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait peut-être une autre question à poser à Jean-Marc? Surtout, n'hésitez pas, il est là pour ça. C'est le moment. En Alors, attendant, une autre question, si vous voulez. il y a... Oui, Louis, si vous avez encore une question, allez-y. J'avais noté une deuxième question au niveau du coaching. Si, imaginons que j'ai bien 16 personnes, mais pas d'équipe de direction, est-ce que je peux quand même suivre la masterclass? Ah, bonne question. Alors, la masterclass telle qu'elle est proposée dans le cadre du Paper Jam Business Club
est une masterclass qui s'adresse à des chefs d'entreprise avec leur comité de direction, c'est-à-dire en tout cas 2, 3, 4 personnes, parce que voilà, c'est important que le projet d'évolution et de développement de l'entreprise soit bien assis. Maintenant, si vous êtes une entreprise où vous n'avez pas encore ce comité de direction, je suis en train de développer une possibilité pour, mais pas uniquement chef d'entreprise seul, mais avec son ou sa numéro 2. Parce que c'est absolument essentiel d'être au moins à 2 dans cette aventure. Si vous voulez plus d'informations, écrivez-moi et je vous tiendrai au courant lorsque cette formation elle sera en live. Super, je vous remercie. Peut-être prendre la dernière question avant de clôturer ce webinaire. Sinon, en termes de synthèse, Oui, Héloïse, peut-être dire un dernier si mot. vous êtes Oui, d'accord, bien sûr. oui, c'est voilà, le scaling n'est pas un art, c'est un métier. J'espère vous avoir pu vous montrer qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont très intéressants pour justement aborder le développement de l'entreprise. Oui, il y a les 3 barrières, barrière au niveau du leadership, de l'approche du marché, puis celui de l'organisation, mais c'est le référentiel Scaling Up qui vous permet justement de structurer cela. Alors, dans ce contexte, le coaching, ben, ça vous permet de sortir de votre bulle cognitive et je dirais, mot de la fin, ben, commencez aujourd'hui, pas demain. C'est le meilleur moment aujourd'hui. Jean-Marc. Si vous souhaitez répondre à Lydie avant de nous quitter, elle vous demande, est-ce que vous faites des masterclass sur mesure pour une entreprise? Oui, absolument. À ce moment-là, c'est pas une masterclass, mais c'est vraiment du sur-mesure pour l'entreprise. Le plus simple, c'est de me contacter. Super, je vous remercie Jean-Marc. N'hésitez pas, l'adresse email de Jean-Marc se trouve dans la discussion et dans l'onglet questions si vous souhaitez le contacter pour plus d'informations. Donc je vous remercie Jean-Marc. À bientôt. Passez Mais, une excellente journée. merci. Merci aussi à tous les participants. Alors, on va passer maintenant à nos prochains webinaires. Donc le 19 mars, explorer les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la procédure KYC dans le secteur financier lors d'un webinaire animé en anglais par Isabelle Mougel de chez Ease, oui. Le 14 mai, retrouvez-nous pour le webinaire sur l'intelligence émotionnelle et le leadership, présenté en anglais par Alexandra Couble de chez Taleo. Et enfin, le 17 septembre, retrouvez à nouveau Jean-Marc Fandel de chez Meraki Management, qui abordera en anglais comment maximiser la valeur de votre entreprise en complément des échanges d'aujourd'hui. Pour vous inscrire, connectez-vous sur le site du Paper Jam Club dans la section Académie. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.